Bonjour tout le monde, je vous souhaite bienvenue à cette conférence que je donne pour le CHU Sainte-Justine à Montréal dans le cadre des vendredis conférences. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ChatGPT. En fait, pour être plus explicite, on va explorer le potentiel de ChatGPT en recherche lors de la rédaction, mais également dans un contexte clinique. La façon qu'on va procéder aujourd'hui, on va commencer par se poser la question qu'est-ce que ChatGPT et de façon plus large, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de langage ou un modèle prédictif de langage? On va explorer ce que c'est qu'une prédiction en le testant nous-mêmes pour un peu comprendre comment ça fonctionne. Et grâce à ça, on va pouvoir se poser la question qu'est-ce que c'est que ChatGPT et surtout qu'est-ce que ce n'est pas? Et avec ça, avec nos nouvelles connaissances, on va pouvoir bien comprendre le fonctionnement interne. On va, comme vous allez voir, demeurer quand même en surface sur le fonctionnement interne, mais ça va être suffisant pour réussir à développer et à utiliser des connaissances qui vont nous permettre de mieux utiliser des outils de modèle de langage comme ChatGPT. Donc, notamment via le prompt engineer, donc l'ingénierie de l'invite de commande, ainsi que via des exemples pratiques. Donc, on va traverser là, plusieurs petits exemples aujourd'hui. La présentation, j'ai essayé de la faire le plus pratique possible pour vraiment vous montrer quels sont les avantages et inconvénients d'utiliser ChatGPT. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que ChatGPT? Pour ce faire, il y a une petite analogie que j'aime bien utiliser, qui n'est pas parfaite, évidemment, mais qui donne une bonne idée de ce que ça peut être. Donc, premièrement, si on utilise l'allégorie de la chambre chinoise, ici, je montre à l'écran plusieurs symboles qui semblent y avoir une connexion entre eux. Par exemple, l'étoile suivie du carré blanc, carré noir, semble être suivie d'une sorte de flocon de neige avec une autre étoile, un cercle et un triangle vers le bas. On a ça dans la première ligne, on a ça dans la deuxième ligne au début, mais on a ça également dans la troisième ligne, dans les deux derniers espaces. Si je vous demandais maintenant, qu'est-ce que vous vous attendez à voir suivi de ce même trois symboles en premier? Eh bien, selon toute vraisemblance, vous auriez envie de répondre cette chose. Mais quel est votre niveau de confiance face à cette prédiction que vous faites? Parce que je vous demande qu'est-ce qui doit aller là, vous en faites une prédiction. Peut-être que c'est d'autres choses. En fait, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez simplement remarqué que j'ai pris du texte en français et que je lui ai appliqué un changement de police. Et lorsqu'on utilise une police que l'on est capable de lire, on se rend compte en fait que ce texte est tout à fait compréhensible. La première phrase étant Mon chat ne miaule pas, mon chat bégait pour la deuxième phrase. La troisième phrase, J'aime mon chat. D'où le fait que le chat apparaissait à la toute fin. Euh, ce faisant, lorsque on veut prédire le mot suivant, on aura tendance à prédire chat, puisque je dis encore une fois mon chat. Ceci dit, dans la langue française, suivi de mon, il peut y avoir toute une pléiade de mots différents qui peuvent être utilisés. Dans le contexte ici, on a une grande chance d'avoir le mot chat, mais une chance non négligeable d'avoir plein d'autres mots. Et c'est comme ça que ChatGPT va fonctionner. Il va se dire, il va utiliser un modèle statistique, en fait, qui va tenter de prédire quelle est la probabilité que le prochain mot soit X, que le prochain mot soit Y ou Z, etc. Et dans tous les mots qui existent, dans toutes les langues que ChatGPT connaît, il va choisir l'expression que, en fait, ChatGPT ne fonctionne pas sur des mots, il fonctionne sur des tokens qui ressemblent beaucoup aux mots. Donc, pour le reste de la présentation, lorsque je vais parler de tokens, je vais vraiment parler d'un mot, puisque c'est plus facile à saisir. ChatGPT va faire une prédiction statistique et utiliser le mot qui a le plus de chances ou qui est parmi ceux qui ont le plus de chances d'apparaître dans le contexte. Ce que ça suggère, cela, c'est que ChatGPT s'intéresse, on va dire, à la structure formelle d'un texte. Donc, comment le texte est formaté? Est-ce qu'il y a des expressions qui semblent revenir une derrière l'autre, ainsi que la syntaxe? Il a appris à avoir une syntaxe correcte basée sur des exemples de textes qui sont considérés comme bons. Donc, il va être en mesure de vraiment avoir une bonne syntaxe. Par contre, et ça nous amène à
ChatGPT ou les modèles de langage de façon plus générale ne sont pas, eh bien, ce ne sont pas des analyseurs de contenu à proprement parler. Ils ne sont pas en train d'essayer d'avoir un modèle de véracité, ils ne sont pas en train d'essayer de prédire quelque chose de vrai. Ils sont simplement en train de prédire quelque chose de possible. Dans ce cadre-là, il n'y a aucun modèle de compréhension en arrière de ChatGPT, aucun modèle de réflexion sur le fond, ni plus qu'il y a un modèle de véracité de la prédiction. Il va simplement prédire quelque chose et nous, on espère que cette prédiction-là soit utile. Ainsi, on se retrouve parfois avec des choses qui semblent un peu, on va dire, loufoques ou incohérentes. Par exemple, j'ai demandé par le passé à ChatGPT comment ramasser des œufs de vache. Et là, il me sort toute une procédure pour pouvoir ramasser les œufs de vache. En 6 points, il faut notamment se laver les mains, etc., etc. Donc, je vous laisse lire si vous voulez avoir un petit fou rire. Ceci dit, aujourd'hui, par exemple, si vous demandez la même question à ChatGPT, ChatGPT ne se trompera pas. Il va vous dire que les vaches sont des mammifères et que les mammifères ne pondent pas d'œufs. Donc, pourquoi est-ce que, malgré le fait que ChatGPT n'est ni un analyseur de contenu, ni qu'il tente d'avoir une réflexion sur ce que c'est qui est vrai et ce que c'est qui est faux, eh bien, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'en tentant de prédire quelque chose qui soit le plus possible, on va dire, eh bien, ce faisant, il, par la bande, prédit quelque chose qui est vrai, ou vrai la plupart du temps. Donc, si il a été entraîné sur des textes qui sont vrais, et en plus de ça, il a été entraîné par des humains pour faire confiance à certains textes plus que d'autres, par exemple ceux qui seraient issus de l'encyclopédie Wikipédia, plus que des textes qui seraient issus de Reddit, par exemple, eh bien, ce faisant, lorsqu'il va prédire du texte, il va avoir tendance à prédire des choses qui semblent vraies et qui semblent plausibles pour nous. Ce qui fait que ça rend ChatGPT utile malgré le fait que ChatGPT n'essaie pas de prédire quelque chose de vrai. Et là, je sais que je mets beaucoup d'emphase sur le fait que ChatGPT ne tente pas, ni les modèles de langage en fait en général, ne tentent pas de prédire quelque chose de vrai. La raison pour laquelle je mets l'emphase sur ce point, c'est que ça peut être tentant de croire surtout lorsqu'on a une interaction longue avec ces modèles-là, ces modèles de langage, qu'ils tentent effectivement de comprendre le sens de ce qui a été mentionné, alors qu'en réalité, ils ne tentent que de prédire quelque chose de plausible face au contexte. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, ChatGPT a été entraîné via des bases de données immenses collectées sur Internet. Et ce qu'on se rend compte, puis ce qui peut sembler contre-intuitif à la base, c'est que le langage humain est très prédictible au sens de structuré. Le français, par exemple, a une structure facile à apprendre, entre guillemets, pour un outil qui fait des éléments statistiques. Par exemple, il y a toujours un pronom avant un nom, et le verbe va pratiquement toujours être après le nom, etc., etc. Donc, il y a une structure sur laquelle ChatGPT et le modèle de langage GPT en général sont capables de se baser. Ainsi, il fonctionne par mimétisme de la structure du langage et comme je le disais tantôt, en mimant la structure du langage, il se retrouve également à mimer les idées qui sont sous-tendues par cette structure-là. Mais encore une fois, il ne tente pas de mimer les idées, il tente de mimer la structure et c'est un bénéfice collatéral qu'on pourrait dire que les idées aussi émergent de cela. La façon, si on reste en surface, mais qu'on essaie de se questionner un peu sur comment ça fonctionne, eh bien, ChatGPT va avoir, par le passé, les modèles GPT se sont entraînés à générer du texte. Au départ, ces textes-là étaient complètement aléatoires, complètement sans sens. Et puis, il y a un autre algorithme qui, lui, son objectif était d'analyser le texte. Est-ce que ce texte-là ressemble à un texte qu'un humain aurait écrit? Et basé sur l'idée qu'il est toujours plus facile de critiquer quelqu'un que de proposer une bonne idée,
Ben, dans le même ordre d'idée, c'est facile pour ce deuxième algorithme-là qui chapeaute, on va dire, GPT, de dire ce que tu as fait ici, ce n'est pas bon. Par contre, il va demander à ChatGPT, propose-moi quelque chose de nouveau. GPT va proposer quelque chose de nouveau, il va dire, ah, ça c'est un peu mieux. Et éventuellement, à force de s'essayer, réessayer, il va finir par produire des textes dont le second algorithme va dire, ah oui, je trouve que ça ressemble à ce qu'un humain aurait écrit. Ça, c'est la phase 1. Durant la phase 2, on va prendre les textes qui ont été entraînés par GPT avec l'algorithme 2 et on va demander à des vrais humains de coter les réponses. Donc, on va poser une question à GPT et GPT va retourner une réponse et cette réponse-là va être codée. Est-ce qu'elle est politiquement correcte? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Est-ce qu'elle est bien structurée, mal structurée, etc. Et toutes ces valeurs-là vont être réentraînées une deuxième fois pour améliorer le modèle pré-entraîné à la phase 1. Et lorsque on compare les différents langages de modèles actuellement, donc que ce soit Bard, ChatGPT, Copilot ou autre, eh bien, c'est surtout la phase 2 qui est la différence entre les différentes compagnies qui produisent ces logiciels-là. Donc, eux, ils vont chacun avoir on va dire leur biais, ainsi que leurs avantages ou inconvénients. Si on veut, par exemple, avoir un chatbot qui discute de façon polie avec les gens, ben, durant la phase 2, on va s'assurer que c'est ce qui est visé par l'algorithme. Si au contraire, on veut avoir quelque chose de très, très neutre qui donne du code, eh bien, on va s'assurer de l'entraîner avec des programmeurs qui demandent des réponses en programmation. Et avec tout ça en tête, on va réussir à produire un logiciel ou des logiciels plutôt qui vont comparer, qui seront non comparables entre eux, qui auront chacun leur particularité. Donc aujourd'hui, celui qu'on s'intéresse, c'est ChatGPT qui a été développé par la compagnie OpenAI. Donc, avec toutes ces réflexions en tête, pourquoi ChatGPT en particulier se lance dans un format de discussion de type question-réponse? Parce que, encore une fois, l'objectif de ChatGPT n'est pas de commencer à discuter, ou plutôt de GPT en général, n'est pas de commencer à discuter avec un interlocuteur. Son seul objectif, c'est de produire un texte qui ressemble à ce qu'un humain aurait produit. Eh bien, la façon que ça fonctionne, c'est que derrière, il y aura une instruction cachée qu'on va appeler pré-prompt. C'est la compagnie OpenAI qui ont demandé textuellement à ChatGPT en lui disant quelque chose du type « À partir de maintenant, tu es un agent conversationnel ou aussi appelé chatbot. Les entrées qui suivent sont des questions. Tu dois répondre à ces questions. » Et avec cette idée en tête, ChatGPT part dans l'idée qu'il doit absolument et toujours agir comme un chatbot, c'est-à-dire je pose une question à chatbot et chatbot répond. C'est pour cette raison que ChatGPT fonctionne ainsi. Mais on pourrait très bien utiliser ChatGPT dans un autre contexte. En fait, on peut utiliser GPT 3.5 ou 4 directement par le sandbox d'OpenAI sans avoir la surcouche qui a été placée sur ChatGPT pour lui donner cet aspect d'agent conversationnel-là. C'est possible de le faire. Voilà, donc là, maintenant qu'on comprend un peu le concept derrière ChatGPT, on va s'intéresser à comment tirer profit des modèles de langage. Et donc là, j'aimerais faire un petit disclaimer. Je ne vais pas discuter aujourd'hui de est-ce que vous devriez ou pas utiliser ChatGPT dans votre vie, dans votre domaine, dans votre contexte de travail. Ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est simplement vous montrer comment l'utiliser, vous montrer les limites, les avantages, les inconvénients et tout. Et le reste, au niveau de l'éthique, au niveau de est-ce que vous devriez, au niveau du plagiat, toutes ces choses-là, je vous invite vous-même à aller lire un peu plus loin sur
sur tout ce qui se raconte là-dessus. Il y a énormément de choses, notamment en philosophie, de l'intelligence artificielle, aussi les universités qui produisent énormément de documents. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser seulement au comment, mais il y a énormément de choses hyper intéressantes à dire aussi sur le pourquoi ou dans quelle raison ou dans quel but on devrait. Donc, je rappelle, aujourd'hui, uniquement le comment. Je vais pas nous amener à se questionner sur est-ce que c'est une bonne idée ou non. Aujourd'hui, on assume que c'est une bonne idée et lorsque la présentation sera terminée, vous pourrez de nouveau vous poser la question, est-ce que je veux vraiment utiliser ça? Donc, comme on a vu, la chose potentiellement la plus importante avec laquelle on peut travailler en utilisant ChatGPT, c'est l'invite de commande. L'invite, c'est essentiellement la clé de voûte sur comment travailler avec ChatGPT. Ce qu'on va essayer de trouver, c'est d'avoir une invite de commande qui est la plus précise possible, la plus fonctionnelle possible pour arriver à nos fins. Et ce faisant, il va falloir lui donner le meilleur contexte possible. Donc, quand je parle de contexte, je veux dire qui êtes-vous? Pour quel public vous posez la question? C'est quoi l'objectif de la réponse? Quel est le niveau de langage? Tout ce que vous pouvez imaginer qui va contextualiser votre question à ChatGPT va l'aider à donner une réponse qui a du sens dans le contexte que vous voulez. Si vous posez une question générique, ChatGPT va répondre de façon générique. Mais si vous posez une question générique en lui précisant que votre contexte à vous, c'est d'être une clinicienne avec des enfants et que vous cherchez tel niveau de réponse, par exemple, des réponses qui seraient issues d'un textbook, par exemple, eh bien, ça sera ce niveau de langage-là qui vous ressortira. Bref, contextualisez au maximum votre invite de commande avant de poser votre question. C'est la clé pour avoir une meilleure utilisation de ChatGPT. Donc, on va tenter un exercice maintenant, donc en utilisant ChatGPT pour vrai. Donc, je l'ai juste ici. ChatGPT via le site web, donc chat.openai.com. Et je vais simplement copier-coller à l'instant un invite que j'ai déjà pré-testé, on va dire, juste pour sauver du temps aujourd'hui. Donc, par exemple, je suis une clinicienne en réadaptation physique pédiatrique. Le contexte, qui je suis. Dans quel cadre? Donne-moi des exemples d'exercices originaux de réadaptation à faire avec un enfant atteint de Charcot-Marie-Tooth qui s'ennuie lors de ses séances. Donc, ce n'est pas simplement des exercices originaux, je veux quelqu'un qui s'ennuie. On essaie de contextualiser au plus. Donc, si j'envoie cette réponse-là, la réponse que ChatGPT va me fournir, dans ce cas-ci, c'est plusieurs exemples, puisque j'ai bien mis des exemples au pluriel. Donc là, les exemples sont variés. Jeux de balle, yoga pour enfants, chasse au trésor en fauteuil roulant, s'il utilise un fauteuil roulant, jeux de rôle en costume. On voit que c'est des ateliers qui pourraient se faire, qui sont ludiques, dans le but de rendre ça plus intéressant. Circuit de mini-golf, théâtre de marionnettes. Bref, on a ici tout un panel d'activités qui peuvent être intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette réponse-là? Eh bien, l'essentiel de la réponse, pour moi, il est déjà là. C'est-à-dire que vous, en tant que clinicien, clinicienne, vous êtes la mieux placée ou le mieux placé pour savoir si les propositions qui sont ici sont effectivement intéressantes. En fait, la plupart du temps, moi, je me suis rendu compte que combiner 2 ou 3 idées qui sortent de ce genre de réponse-là, c'est ça le plus intéressant. Donc, il faut voir finalement cette discussion-là avec ChatGPT comme une partie de brassage d'idées. Donc ça, c'est pour moi une des premières utilisations pertinentes de ChatGPT, c'est l'idée du brassage d'idées. On lui pose une question en le contextualisant au maximum, on regarde ses réponses et on arrive à la conclusion que, il y a des enjeux intéressants, il y a des choses intéressantes dans ce que tu m'as proposé. Donc, dans le même ordre d'idées, pourquoi ça fonctionne? Ben, on a bien répondu à cette question-là, je pense, maintenant. Dans le même ordre d'idées, une fois qu'on a effectivement obtenu ces réponses-là, une deuxième utilisation pertinente de ChatGPT, c'est vraiment l'idée de
de préciser les suggestions, les réponses qu'il donne. Utiliser ChatGPT de façon itérative, c'est une deuxième approche qui est vraiment importante. Donc, la première, contextualiser au maximum. La seconde, faire un processus itératif. Poser une question, demander des précisions. Donc, il faut comprendre là-dessus que ChatGPT, c'est en fait quelque chose un outil qui va conserver l'historique. Donc, si je retourne sur ChatGPT, je vais aller directement sur mon premier prompt. Je vais effacer mon premier prompt parce que je ne veux pas qu'il se souvienne de ma première réponse. Je pourrais ici ouvrir un nouveau chat. Je vais simplement effacer ma première réponse. C'est vraiment équivalent. Je sauvegarde et envoie. Donc, je suis un chercheur en adaptation scolaire. Nouveau contexte, donne-moi des idées pour un projet de recherche. Donc, cette fois-ci, au lieu d'être une clinicienne, je suis un chercheur et je cherche un projet de recherche sur la disposition des bureaux dans les classes. Donc, ça, c'est un peu générique. Vous allez voir que ChatGPT va donner des idées qui sont également complètement variées. Même si en adaptation scolaire, je n'ai pas précisé si j'étais en psychologie, si j'étais en biomécanique, si j'étais en vision, si j'étais en audition. Bref, on a été beaucoup trop large et ChatGPT va nous donner des réponses larges. Impact sur la disposition spatiale, sur l'apprentissage, effet de la disposition des bureaux sur le comportement, disposition des bureaux à besoins particuliers, perception des enseignants, utilisation de la technologie. Bref, on voit ici là, tout un panel d'idées, encore une fois, qui sont complètement contrastantes avec lesquelles j'aurais pu être plus précis. Mais maintenant, supposons que la 5 m'apparaît une super idée, donc utilisation de la technologie pour optimiser la disposition des bureaux, explorer comment l'utilisation de la réalité virtuelle ou d'autres technologies peuvent aider les enseignants à concevoir des dispositions de bureaux efficaces pour différents types d'activités. On est comme, waouh, ça c'est une super idée. Encore une fois, on aurait pu combiner deux idées ensemble, mais maintenant, je vais continuer la discussion. Donc tout à l'heure, j'étais retourné au tout début pour aller modifier la discussion qu'on avait. Maintenant, je vais simplement continuer la discussion et je lui demande de détailler le point 5. Détaille le point 5. Vous allez voir qu'il se souvient effectivement du point 5 en question puisque ça fait partie de son entrée. Donc, l'invite de commande qu'on obtient, au fur et à mesure qu'on envoie des nouvelles invites de commande, toutes les choses, toute la discussion qu'on a eue jusqu'à maintenant est également envoyée. Donc là, dans ce cas-ci, il nous sort toute une idée là, sur le point 5. Explorons en détail le point 5 qui concerne l'utilisation de la technologie. Et là, il propose un objectif de recherche, conception assistée par ordinateur, réalité virtuelle, avec une méthodologie potentielle, les livrables attendus. C'est le genre de choses là, qu'on s'attend lorsque l'on est en train de préparer une demande de subvention, par exemple. Malheureusement, et c'est quand même attendu, il y a une certaine limite à ce qu'on peut faire pour... je sais simplement retourner ici. Il y a une limite qui peut arriver face au nombre de mots qu'on a utilisés. Donc, comme j'ai dit, au fur et à mesure qu'on ajoute des discussions, ces discussions-là sont ajoutées au prompt. C'est comme si on avait mis tout le texte en entrée et on lui demandait de prédire le prochain mot. Éventuellement, il atteint la limite maximale à laquelle il peut rentrer et c'est les premiers mots qui seront au fur et à mesure effacés de sa mémoire. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va parler de token. Donc, un token, c'est environ là, 3/4 de mots. Donc, on parle à peu près 5 à 6 caractères tout au plus. C'est pas vraiment des mots parce que des fois, c'est des mots coupés en deux, des fois, c'est des mots joints ensemble. Bref, c'est ChatGPT lui-même là, qui a décidé ce que ça voulait dire un token. Mais l'idée principale étant que avec ChatGPT version 3.5, on est limité à environ à exactement 4096 tokens, ce qui représente là, grosso modo environ 3000 mots. Pour la version 4 de ChatGPT, ça a été augmenté au-dessus de 30 000 tokens, ce qui représente 25 000 mots, là, soit environ 100 pages de texte. Donc, au niveau de ChatGPT 4, il y a très très peu à se soucier par rapport à ce qu'on va voir juste ensuite. Mais pour ceux qui utilisent la version gratuite là, de ChatGPT, donc la 3.5, il faut garder en tête qu'après un certain temps, ChatGPT va commencer à oublier ce qui est en train de se passer.
Passons à l'exercice 3. On va lui poser une condition un peu particulière. Donc, je retourne au début. Encore une fois, mon objectif ici est complètement d'effacer ce que nous avions jusqu'à maintenant. Oups. Je vais simplement copier-coller ce que j'ai préécrit. Donc, à partir de maintenant, si j'écris « coucou » dans ma phrase, tu dois uniquement répondre par « Grimfut ». Sinon, tu réponds normalement. Compris? On lui demande, il répond « Compris, je répondais Grimfut lorsque vous écrivez « coucou » dans votre phrase. Et on peut le tester. Comment ça va? Coucou. Et théoriquement, ChatGPT nous répond Grimfut point, alors que si je lui avais répondu je lui avais demandé comment ça va, il aurait répondu je vais bien, merci, comment puis-je vous aider? Maintenant, on va lui envoyer un texte. Donc j'ai pris la définition ou l'article ChatGPT sur Wikipédia. Et je le copie-colle ici. Donc, on va le faire à cet endroit-ci pour retirer cette partie de la discussion. Donc là, vous voyez tout le texte que j'ai copié-collé. Ce texte-là est encore relativement court. Je vais l'envoyer. Donc là, je lui demande essentiellement, c'est ce que je lui demandais de faire, peux-tu me dire d'où tu penses que vient ce texte? Et là, il répond que c'est quelque chose associé à ChatGPT. Et je lui repose la question, comment ça va, coucou? Et théoriquement, il me répond encore Grimfut. Maintenant, imaginons que je lui pose la même question, mais là, on va le surcharger. J'ai copié-collé, ça va peut-être être même trop. On va voir. J'ai copié-collé 4 fois le texte derrière. Même question, qu'est-ce que c'est? Il me répond de la même façon. Maintenant, comment ça va? Coucou. Si j'ai mis trop de mots, je ne suis pas certain, on va le savoir. Et voilà, il n'est plus en mesure de me répondre Grimfut. Il a oublié le fait que coucou veut dire réponds-moi Grimfut. Et d'ailleurs, juste à la fin, il écrit coucou comme s'il était heureux. Donc voilà, vous voyez ici que ici une certaine quantité de texte, et donc ça correspond à environ 3000 mots, là, si on reprend jusqu'au tout début. C'est suffisant pour lui faire oublier la consigne initiale. Si on avait été avec ChatGPT 4, cette condition-là serait arrivée beaucoup plus loin dans le processus. Donc ça, c'était pour une des grandes difficultés qu'on peut avoir avec ChatGPT. Maintenant, on va s'intéresser à un autre type d'utilisation. Donc là, on a vu l'utilisation sur le brassage d'idées et utiliser de façon pertinente étant l'utilisation par itération. Maintenant, une deuxième chose que ChatGPT est très bon à faire, c'est la correction de texte. Donc, vraiment s'intéresser à la forme d'un texte, mais sans s'intéresser au fond. Donc, modification d'un court texte, correction de la grammaire, de la syntaxe, changement du niveau de langage, traduction. Bref, on va aller tester toutes ces options. Alors, si je lui fournis un petit texte, donc on va retourner encore une fois au tout début et effacer tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant pour repartir à zéro. On lui donne un texte vraiment tout banal. Donc, voici un texte qui n'a rien de particulier. Il n'est pas écrit avec un haut niveau de langage ni un faible. Il contient cependant quelques fautes, donc fautes écrites avec un O, de français qui devraient être corrigées. Est-ce que ChatGPT peut m'aider dans cette tâche? Je lui envoie et il va me dire « Bien sûr, je peux aider. Veuillez partager le texte et je vous aiderai. » Donc, évidemment, il ne s'est pas rendu compte que c'était lui le texte qui nous intéresse. Par contre, je vais ajouter. Et là, ça peut être fait de différentes façons. Ça aurait pu être fait avant, ça aurait pu être fait ensuite. Mais je vais ajouter un petit addenda qui est « corrige le texte précédent sans le changer ». Pourquoi je le précise sans le changer? C'est que sinon, ChatGPT peut partir et donner cours à sa poésie et commencer à complètement réorganiser le texte comme il veut. Moi, ce que je veux, c'est que le texte soit le moins changé possible. Donc, je lui précise, corrige-moi ça, mais essaie de rien changer. On envoie.
Et là, bien sûr, voici le texte corrigé. Et cette fois-ci, on a bien et bien que faute de français est corrigée. Si les fautes avaient été plus complexes, ChatGPT s'en sort très très bien avec ce genre de choses-là. Il est vraiment très bon à corriger, en fait, à comprendre le format, le format. La forme, par extension, comme on l'a mentionné tantôt, mais c'est vraiment sur la forme qu'il excelle. On peut lui demander de corriger. On peut lui demander également de corriger, mais en changeant le niveau littéraire. Donc, cette fois-ci, je ne lui demande pas de changer le moins possible le texte. Je lui dis, corrige-le pour t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de français, mais également, donne-lui un niveau de langage beaucoup plus élevé. Bien sûr, je peux vous aider à corriger. Voici un texte qui ne présente point de particularité singulière. Il n'est point rédigé avec une éloquence distinguée, ni non plus avec une simplicité désobligeante. Cependant, il comporte quelques erreurs de la langue française qui devraient être rectifiées. Voilà, donc il a pris notre texte et il l'a agrandi pour le rendre plus intéressant, littérairement. De façon peut-être plus utile, on peut lui demander de prendre un texte qu'on a écrit et de s'assurer que ça fonctionnerait bien pour un courriel. Donc corrige-moi le texte précédent et fais-moi un courriel. Bien sûr, et là, ça commence par « Cher collègue », puisqu'on ne lui a pas donné le contexte, hein, on lui a dit « pour un collègue ». « Cher collègue, j'espère que tout va bien de votre côté. Je me permets de vous envoyer ce courriel pour discuter d'un sujet important. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour les erreurs de français dans le texte précédent. Je suis conscient que la qualité de la rédaction est essentielle, même dans nos communications courantes. Bref, il va nous partir sur une grande discussion sur le texte en question. Et puis, il va nous proposer un courriel qui aurait du sens avec cette chose-là. Bref, si vous avez des courriels à écrire, souvent, c'est une façon assez rapide de rédiger le courriel en question. Finalement, une chose peut-être un peu pour s'amuser, on peut lui demander, par exemple, d'avoir un langage vraiment familier. Donc, par exemple, on lui demande d'écrire en langue québécoise. Donc, ici, si on lui demande ça, c'est relativement québécois. Donc, voici un texte qui n'a rien de particulier. Il n'est pas écrit. Mais on peut lui demander... on peut lui demander d'être vraiment québécois, donc en langue très québécoise. Et là, il répond « Voici un petit texte qui n'a pas grand-chose de spécial. Il n'est pas écrit avec un gros stock de langage, ni trop pire non plus. Mais il y a quelques affaires de français qu'il faudrait bien corriger. Est-ce que ChatGPT peut m'aider avec ça? » Donc là, en lui demandant d'être très québécois, on obtient un texte qui est effectivement très québécois. Donc ça, c'est peut-être un peu pour rire, on va dire. Il y a des utilisations plus peut-être pertinentes de la chose lorsqu'on lui demande de traduire. Donc là, on a traduit en québécois, donc en français vers joual, mais on peut lui demander de traduire de français vers l'anglais. Donc là, il va premièrement nous corriger le texte et ensuite, puisque c'est ce qu'on lui avait demandé, le corrige et traduit. Et voici la traduction anglaise. Here's a text that has nothing special. That is nothing special. It is not written with a high level of language nor a low one. However, it does contain some French errors that should be corrected. Pardon. Et finalement, même chose, hein, qu'on a fait en français, on peut changer le niveau de langage souhaité, donc en anglais avec un niveau de langage littéraire. Et cette fois-ci, on obtient quelque chose du style de « Behold, a text of no particular distinction. It is not composed in a lofty or pedestrian style. Nonetheless, it bears a few errors in French that ought to be rectified. » Donc voilà, ChatGPT qui nous améliore le texte en question. Donc tout ça pour dire que ChatGPT va réussir à produire un texte qui ressemble au niveau que vous lui demandez. Dans le même ordre d'idées, ChatGPT va être assez bon à produire un texte via des points de forme. Donc, formatage d'un texte, vous lui donnez une certaine quantité de points de forme et vous lui dites « Prends ces informations-là et fais-moi un texte ». Donc, c'est un peu la même idée là, qu'on vient d'explorer, sauf que cette fois-ci, durant
ce que ChatGPT va nous proposer, donc on va retourner au début encore une fois, va être basé à partir de points de forme. Donc, on peut lui avoir donné un texte et lui demander de corriger ce texte-là, mais on peut également lui demander des points de forme et de produire un texte. Donc, voici les points que j'ai à mentionner à mon patron: travail sur les chats réalisés, recherche sur les chiens en cours, texte sur les tortues, introduction écrite, le reste encore à faire, lecture des documents de présentation faite à 50%, temps avant complétion, environ 400 heures. Donc, évidemment, ceci est n'importe quoi, mais l'objectif est de voir est-ce que ChatGPT peut prendre ça et nous en faire un courriel, par exemple. Donc, objet, avancement des projets en cours, cher, nom du patron, j'espère que cette journée vous trouve, blablabla. Travail sur les chats, donc là, il nous a écrit le texte, recherche sur les chiens, et si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Donc il a écrit un texte vraiment très formel. On peut prendre ce texte-là et évidemment le modifier à besoin. Une autre utilisation pertinente d'utiliser les points de forme comme ça, c'est par exemple si vous êtes amené à faire une revue de la littérature scientifique en peer reviewing, par exemple, il y a un article qui a été sur lequel vous devez faire une expertise et puis vous êtes demandé, donc vous devez évidemment écrire cette expertise en anglais. Vous pouvez potentiellement préparer tous les points de discussion, les placer, dire pourquoi l'article devrait être rejeté ou accepté et donner toutes les raisons. Donc ici, j'ai fait une revue par les pairs d'un article scientifique nommé Revue exhaustive des animaux de compagnie. Voici les noms que j'ai ressortis. Voici les points que j'ai ressortis de mon analyse de l'article. Je trouve l'article incomplet et devrait être rejeté. Écris-moi la revue à partir des points suivants. Et donc là, il va m'écrire ici une quantité là, de points associés au fait que l'article devrait être rejeté. Donc, par exemple, si on dit le texte sur les tortues, vous mentionnez que l'introduction pour les tortues a été rédigée, mais le reste est encore à faire. Il est essentiel de spécifier quand le travail sur les tortues sera complété et si des données ou des résultats préliminaires sont disponibles. Les lecteurs devraient connaître le calendrier prévu pour l'achèvement de la section. Il est appréciable que vous fournir une estimation du temps. Toutefois, il serait avantageux de donner une ventilation du temps pour chaque section, chat, chien, tortue, et de clarifier comment vous complétez, répartir ces heures. Et il avait commencé, j'ai eu l'opportunité de passer en revue l'article intitulé « Revue exhaustive des animaux » et je tiens à exprimer mes observations et préoccupations. Donc, assez traditionnel comme façon de fonctionner lorsqu'on révise un article. Donc, voilà, une des choses importantes à se souvenir dans cette affaire-là, c'est que parfois, et donc là, une fois de temps en temps, ça aurait pu arriver, et c'est pas arrivé dans ce cas-ci, parfois, il va oublier des choses. Vous lui demandez, vous dites introduction écrite, le reste encore à faire, et ça se peut que dans la rédaction de son texte, il oublie quelques parties. Donc, c'est vraiment très important de regarder est-ce que tout ce que vous aviez demandé initialement est effectivement en place. Et aussi, est-ce qu'il n'a pas créé des nouvelles informations? Une fois de temps en temps, par exemple, dans ce cas-ci, il a rajouté, le lecteur devrait connaître le calendrier prévu pour l'achèvement de cette section. Donc là, ça vient du fait que ma revue, elle est beaucoup, beaucoup trop légère et donc il est obligé d'extrapoler du nouveau texte. Mais plus vous allez lui donner un contexte clair, moins il aura besoin d'extrapoler et vous pouvez lui demander, on peut d'ailleurs peut-être essayer de le faire, voir ce que ça va donner, n'ajoute pas de nouvelles informations. J'avoue ne jamais avoir essayé ça. On va voir comment ça va donner. Ça risque d'être un peu difficile là, parce qu'il y a tellement peu d'informations. Si on s'intéresse encore sur les tortues. La présence d'une introduction pour la section est un bon début. Cependant, le fait que le reste de cette section reste à rigider est un signe évident d'incomplétude. L'article doit être exhaustif dans son traitement de chaque animal de compagnie pour être considéré comme valable. Donc, cette fois-ci, il n'a pas donné l'information à l'effet que les lecteurs devraient connaître, etc. etc. Donc, c'est le genre de message là, que vous pouvez rajouter lorsque vous êtes en train de faire des itérations avec ChatGPT. Je rappelle tout de même, là, même si j'ai mentionné que je n'allais pas parler de l'éthique de la chose, c'est un premier jet au texte que vous voulez utiliser. N'oubliez pas de réviser le texte en question, n'oubliez pas de réorganiser, de vous réapproprier le texte. Hein. Ça demeure une idéation d'un texte, mais c'est pas
c'est évidemment pas le texte final. Dans un tout autre ordre d'idées, une autre utilisation pertinente, c'est la génération de code informatique. Donc, génération, par exemple, de code d'analyse de données. Encore une fois, il faut bien le contextualiser, lui dire quel langage vous voulez utiliser, le contexte de stockage des données pour qu'il sache comment utiliser, la sortie attendue, etc. Encore une fois, c'est un travail en aller-retour, mais ultimement, ChatGPT fait quand même, on va dire, 90% du travail. Donc, à quoi ça peut ressembler? Là, on va aller, je vais dire, un peu rapidement sur cette section-ci. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous mettre à l'écran et on va le lire ensemble, un pré-prompt que j'ai fait avec beaucoup d'allers-retours. Donc, pour être très honnête, ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit en 2 minutes. J'ai fait des allers-retours et en fait, chaque section, on peut même la séparer de la façon que moi je l'avais fait initialement. Donc, j'ai commencé par lui demander génère-moi un script qui génère un fichier CSV de test avec des dummy data. La première colonne doit être une colonne de temps avec une fréquence d'acquisition de 100 Hz formatée avec un nombre après 2 chiffres après la virgule et la seconde doit être un EMG du deltoïde antérieur avec des données aléatoires avec une précision de 6 chiffres après la virgule. On nomme le fichier test et met-le dans le dossier data. Donc, on lui demande essentiellement de générer des fausses données avec lesquelles on va pouvoir s'amuser. Et je peux peut-être le rapetisser un tout petit peu. ChatGPT nous propose un script Python que l'on pourra copier-coller. Je ne vais pas le faire ici là, parce que ce serait un peu trop long, mais généralement, une fois de temps en temps, il y a des petites choses à corriger, mais la plupart du temps, il n'y a pas de correction à apporter ou très très peu de correction à apporter sur ce qu'il propose. Donc là, si on regarde le texte, on se rend compte qu'il a mis le fichier data, fichier test, CSV, le nombre d'échantillons qui sont utilisés. Il écrit le texte et probablement que ce qui va se passer ici, c'est que ça se peut que ça plante puisqu'on lui a demandé d'écrire dans le dossier de data, mais le dossier data n'existe peut-être pas. Donc, une chose que l'on peut faire c'est ce qu'il nous dit ici, assurer que le dossier data existe à l'emplacement, vous exécutez le script, sinon vous pouvez le créer manuellement. Si jamais je lançais le script et que ça ne fonctionnait pas, puisque effectivement le dossier data n'existait pas, je peux copier-coller l'erreur obtenue dans le message en dessous, lui dire voici l'erreur que j'ai obtenue. Et généralement, ce qui va se passer, il va reproposer un nouveau texte avec un correctif pour l'erreur. Cette fois-ci, on accepte le texte et on lui demande d'aller plus loin. On lui dit, par exemple, de faire une analyse. Donc, j'aimerais avoir une analyse. Ajoute une analyse de type EMG et affiche-moi les données brutes en gris ainsi que les données traitées en rouge. Donc là, ici, il va nous proposer, puisque j'ai mentionné « Ajoute-moi », eh bien, il recommence avec le même début, c'est-à-dire la génération des données. Et ensuite, il va lire les données enregistrées, les fausses données enregistrées, et proposer ici tout un tracé des données qui va générer un graphique qui fonctionne bien. Et il nous explique à la fin ce que ça fait. On peut lui demander encore une fois plus de précision. Peut-être que l'analyse EMG, elle est un peu légère. La seule chose qu'il a fait ici, c'est prendre les données de la colonne 1 et les afficher, ce qui n'est pas une vraie analyse de données d'électromyographie. Donc, pour ceux qui connaissent, l'électromyographie, on a besoin de faire premièrement une rectification, ensuite un filtre passe-haut, une centralisation des données et ensuite une RMS glissante. Donc, c'est une analyse assez typique de l'EMG, mais je lui dis « Ajoute-moi une analyse de type EMG et affiche-moi les données brutes en gris ainsi que les données traitées en rouge. » Et donc, là, il va nous proposer le Butterworth pour le haut pass. Il va donc ouvrir les données, il va encore lire les données cette fois-ci. Et là, il va commencer la rectification, appliquer les filtres avec le cutoff à 20 Hz. Donc, il a choisi un cutoff. Peut-être que nous, on en veut un autre, mais on a simplement le changé ici. On se retrouve avec les données filtrées. Ensuite, sont centralisées. Ensuite, la RMS glissante est réalisée via cette ligne ici. Et ensuite, elles sont affichées et les données traitées sont effectivement en rouge, telles que mentionnées ici, alors que les données brutes sont affichées
en grise. Donc voilà, avec ça ici, on a un fichier complet qui crée des fausses données pour pouvoir traiter. Ensuite, il ouvre ces fausses données-là. Donc, si on était avec des vraies données, on commencerait à cette partie-là. Et ensuite, il y a toute une analyse. Là, c'est une analyse relativement simple qui est faite, mais l'idée reste la même si c'était une analyse plus compliquée. Si vous avez un code, une chose que vous pouvez faire, c'est traduire le code. Donc là, je lui demande traduis-moi le code précédent, mais vous pourriez aussi copier-coller un code au complet dans l'invite de commande et demander voici un code en Python, traduis-le-moi en MATLAB, par exemple. Et là, il va faire exactement la même démarche, mais cette fois-ci, au lieu d'être un code de MATLAB, ça sera un code au lieu d'être un code de Python, ça sera un code MATLAB. Et on obtient évidemment exactement les mêmes choses, mais cette fois-ci, ça sera réalisé en MATLAB. Et dernière chose que l'on peut regarder, si on veut obtenir un tableau, j'ai maintenant besoin d'une analyse de réduction, moyenne et écart type en Python à partir des données traitées. Ce script doit générer un fichier LaTeX, donc qui permet de faire du traitement de texte, qui affiche les résultats dans un tabular X. Donc il faut connaître les textes là, pour comprendre ce qui est écrit ici, en un en-tête grise et le reste du tableau sans séparateur. Bref, je lui indique comment je veux avoir mon tableau et puis il va commencer à générer les éléments qui sont pertinents pour générer un tableau en question dans le format qui m'intéresse. Il faut savoir que ChatGPT 3.5 est limité à cela. Par contre, ChatGPT 4 peut directement afficher à l'écran le tableau qui vous intéresse. Donc, une chose à savoir quand même avec ça, c'est que si vous utilisez ChatGPT sur le site web de OpenAI, OpenAI pourra théoriquement lire et utiliser chacune des invites que vous avez fait avec leur chatbot. Et donc, si vous avez des données sensibles, il faut faire attention, parce que même si théoriquement, vous pouvez glisser vos données directement dans ChatGPT 4, attention, ça ne fonctionne pas avec la 3.5, vous pouvez glisser vos données directement dans ChatGPT 4 et lui demander de faire des graphiques et il va pouvoir les faire et vous allez pouvoir simplement copier-coller le graphique qu'il donne, même pas simplement le code, mais carrément directement le résultat du code qui apparaîtrait à l'écran. Mais il faut faire attention parce que ces données-là peuvent théoriquement être utilisées à l'interne là, par la compagnie OpenAI et potentiellement vous poser quelques problèmes au niveau de la sécurisation de vos données. Donc, en quoi peut être ChatGPT peut être utile en niveau programmation. Elle permet de faire de la correction d'erreurs. Donc, si vous avez, comme je l'ai mentionné tantôt, si vous aviez une erreur dans votre code, vous pouvez simplement copier-coller le message d'erreur. Et souvent, il va pouvoir régénérer le code sans l'erreur. Si vous lui donnez un code en disant « Voici le code que j'ai, voici l'erreur que j'obtiens, peux-tu me le corriger? » Il va également souvent réussir à corriger, au moins à pointer l'erreur. Génération de rapport, comme on a vu, on peut générer du code LaTeX. Donc, si vous savez ce que c'est, vous savez que vous pouvez générer un PDF au complet une fois que vous êtes en mesure de faire ça. L'exercice 6.2, il est déjà fait. Donc, en conclusion, il existe plusieurs utilisations pertinentes de l'outil de génération prédictive de texte. Il faut faire attention à la modification que ChatGPT peut faire sur le fond. Il faut bien relire, s'assurer qu'il n'a pas modifié le texte de la façon que vous ne souhaitiez pas qu'il soit modifié. Et aussi, il y a une limite fonctionnelle, une limite de mémoire du texte. Donc, si vous utilisez ChatGPT 3.5, c'est beaucoup plus court que ChatGPT 4. Avec ChatGPT 4, vous, théoriquement, n'avez aucune nécessité de prendre ça en compte. Travailler en aller-retour, donc je l'ai mentionné, je ne l'ai pas montré à l'écran, mais c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. J'ai essayé un texte, ça n'a pas été exactement ce que je souhaitais, changer un tout petit peu l'invite. Et il faut savoir aussi qu'à chaque fois que vous relancez une nouvelle fois le même texte, le texte ne sera pas exactement le même. Ça va tranquillement dévier. Donc, après la fin de votre texte, peut-être que le premier mot, ce sera « le ». Et il n'y a pas beaucoup de choses qui vont à cet endroit-là. Donc, « le » va toujours apparaître. Mais le deuxième mot, c'est peut-être très souvent « un »,
mais parfois un autre qui seront essentiellement synonymes. Et éventuellement, à force d'avoir des synonymes, les deux textes finissent par se dévier. Généralement, au niveau de la thématique, ça reste la même chose, mais comme les textes, eux, sont différents, vous ne pouvez pas simplement vous dire « je vais produire une invite de commande parfaite » parce que si vous la retestez demain, ça ne va pas donner exactement la même chose, malheureusement. Voilà. Et essayez de commencer par quelque chose de relativement simple et de complexifier au fur et à mesure votre demande pour arriver à quelque chose qui fonctionne pour vous. Petite mention honorable à DALL-E, qui est l'équivalent de ChatGPT, mais pour l'utilisation pour la génération d'images. Donc, c'est exactement la même chose. Vous pouvez créer des images via DALL-E et les utiliser dans un contexte d'enseignement, dans un contexte de présentation et autres, et générer plusieurs images de cette façon-là qui vont être libres de droit. Ça fonctionne de la même façon. Cette fois-ci, par contre, vous êtes limité à une seule ligne de message. Donc, vous lui donnez qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre image et il vous en produit une. Donc, par exemple, ici, j'ai demandé à ChatGPT d'être tranquille sur le divan. Je veux avoir un chat GPT tranquille sur le divan et il m'a donné un chat tranquille sur le divan. Donc, il y a un tout petit peu d'amélioration à faire encore sur ce que c'est que ChatGPT ou ChatGPT. Voilà, donc je vous remercie à toutes et tous de votre attention. J'espère que la présentation aujourd'hui vous a été utile, que vous allez avoir appris des choses. Ça demeurait une présentation un peu en surface, donc c'est vraiment au niveau d'introduction sur comment ça fonctionne. Mais si vous prenez en compte la plupart des conseils que l'on a vus aujourd'hui, vous devriez être en mesure de pouvoir utiliser ChatGPT de façon vraiment efficace et utile dans votre contexte, que vous soyez en recherche, en clinique ou étudiant en rédaction. Voilà, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. C'est Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science à toutes et tous. À très bientôt.